Bonjour, je suis Laetitia Vito, la cofondatrice avec Nicolas Collin de Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est le journal de la crise et de la transition que Nicolas et moi avons lancé en avril 2020, au début de cette pandémie, et qui a pris de l'ampleur parce qu'en 4 mois, nous avons créé beaucoup de contenu et nous avons affiné nos formats et créé des nouveaux contenus auxquels nous n'avions pas pensé au tout début. Alors aujourd'hui, Nouveau Départ, ce sont des séries de podcasts essentiellement. Il y a des podcasts qui sont des interviews d'invités que nous trouvons passionnants. Il y en a une par semaine et ces interviews sont accessibles à tous. Et puis il y a ces podcasts que nous avons appelés à deux voix, où Nicolas et moi avons des conversations à bâton rompu sur des sujets qui sont liés à l'actualité, mais pour lesquels on cherche à prendre un petit peu plus de hauteur de vue et à offrir des clés d'analyse qui permettent d'aller plus loin et comprendre en allant plonger dans la sociologie, l'histoire, l'économie, pour aller gratter au-delà de la surface. Et ces podcasts à deux voix sont réservés à nos abonnés. Donc nous avons maintenant un abonnement qui coûte soit 150 € par an, soit 15 € par mois, et pour lesquels on a accès à l'ensemble des contenus. Donc à la fois évidemment les interviews, mais aussi surtout ces podcasts à deux voix dont nous produisons 2 numéros chaque semaine. Alors la semaine dernière, dans les podcasts à deux voix, le premier était consacré à la situation américaine dans cette pandémie. Une défaite annoncée, on l'a dit, parce que au-delà des raisons conjoncturelles qui sont la présidence de Donald Trump ou les guerres culturelles autour du port du masque dans un contexte où les républicains sont très forts dans les États du Sud, dans lesquels il y a une vraie augmentation exponentielle de l'épidémie en ce moment. Eh bien, au-delà des raisons conjoncturelles, il y a des raisons structurelles qui font que les États-Unis ne sont pas armés face à une situation comme celle que nous vivons en 2020, parce que le système de santé est très peu démocratisé, parce que les gens sont incités à continuer à travailler parce qu'ils n'ont pas de revenus de substitution lorsqu'ils sont malades, parce qu'il y a des problèmes de santé préexistants, notamment une obésité omniprésente, beaucoup de diabète, parce qu'il y a des raisons économiques, des inégalités très fortes qui font que il y avait tout un tas de raisons pour que le pays soit bien plus touché encore que les autres pays développés. Aujourd'hui, on compte près de 150 000 morts et puis surtout des millions et des millions de personnes contaminées. Et la situation est en train de s'aggraver. Donc ça, c'était le premier épisode à deux voix de la semaine dernière. Et puis le deuxième était consacré aux femmes pendant cette crise de 2020. Alors cette crise de 2020, elle a des facettes multiples, mais elle touche très fortement les services de proximité, l'hôtellerie, la restauration, les soins à la personne, évidemment tous les métiers des gardes d'enfants. Et donc en fait, elle frappe plus durement les femmes. D'une part parce qu'elles sont plus concernées par les questions de chômage partiel et que leur carrière à long terme risque de perdre quelques années ou d'avancer beaucoup moins vite, mais aussi parce que face au télétravail ou au travail tout court, elles sont confrontées à des difficultés en ce qui concerne la garde d'enfants par exemple, qui fait qu'elles ne sont pas à égalité avec les hommes et qu'à certains égards, la pandémie augmente ou accélère les inégalités entre les femmes et les hommes, économiquement parlant. Donc les États-Unis sont particulièrement touchés là aussi dans cette crise-là qui touche les femmes. Et c'est pourquoi on y a inventé le mot de she-cession, donc un mot valise fait avec le pronom she et recession pour dire que c'était une crise qui frappait tout particulièrement les femmes. Donc ça, c'est le sujet du deuxième épisode du podcast à deux voix que nous avons mis en ligne la semaine dernière. Et puis l'interview de la semaine dernière, c'était Clara Deletraz, qui est mon amie, qui a cofondé avec Béatrice Moulin la start-up Switch Collective, qui est une école pour aider les gens qui ne sont pas bien dans leur travail à prendre en main leur destin professionnel et à changer les éléments qui doivent être changés pour se sentir mieux au travail. Depuis l'origine de Switch Collective, c'est plus de 5000 personnes qui sont passées par le programme Fais le bilan.
Et Clara, comme Béatrice, ont une vision assez large de ce que représente le switch professionnel aujourd'hui et le fait qu'il y a de plus en plus des vies de transition. Et je l'interroge notamment sur le rôle de cette pandémie dans l'accélération du switch ou des transitions professionnelles. Est-ce que le phénomène s'amplifie dans cette année 2020 ? Quelle est la quantité de switch qui sont subis par rapport à ceux qui sont choisis, et aussi est-ce que la crise a changé quelque chose pour Switch Collective en tant qu'entreprise ? Parce que du coup, tout est passé en ligne. Or, les formations, ce qui faisait le succès de Switch Collective, c'était des formations avec une partie présentielle, avec une construction d'une communauté. Mais Switch a réussi à bien opérer cette transition vers un monde où tout est virtuel et apparemment a tiré même un profit de ce passage au tout numérique. C'est ce dont parle Clara dans cette interview absolument passionnante. Alors cette semaine, nous avons aussi 2 épisodes de podcast à 2 voix. Le premier est consacré au sujet du temps de travail. Alors le temps de travail, on en parle toujours beaucoup avec ces débats qui semblent parfois un peu d'un autre âge où on met en opposition les gens qui disent qu'il faudrait travailler plus pour soutenir l'économie en période de crise, le fameux travailler plus pour gagner plus ou travailler plus pour sauver l'économie, avec là aussi cette idée que si on augmente le temps de travail, qu'on réduit le nombre de congés, de jours fériés, de vacances, eh bien l'économie s'en portera mieux. Et puis de l'autre, les détracteurs qui disent mais non, au contraire, il faut soutenir les loisirs, il faut soutenir justement ces temps choisis pour que les inégalités entre les hommes et les femmes soient réduites, que la famille ait une place plus importante, que les loisirs ont une place plus importante. Et c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup plus aujourd'hui de la semaine de 4 jours, notamment dans un pays comme la Nouvelle-Zélande. Et puis des congés, du partage du travail dans un contexte où la polarisation entre ceux qui travaillent beaucoup trop et ceux qui n'ont pas assez d'heures pour joindre les deux bouts, tout simplement parce qu'ils ont un temps partiel subi ou travaillent sur des horaires décalés et finalement n'ont pas assez d'heures de travail pour gagner correctement leur vie, cette polarisation s'accentue et fait que la question du temps de travail, c'est aussi une question du partage du travail qui se pose de manière un peu plus inédite par rapport au XXe siècle, à l'époque du travail industriel qui était dominée par les usines et puis tout ce qu'on a répliqué du monde des usines où l'objectif c'était de faire tourner les machines en continu. Et donc c'était des machines très coûteuses. Pour les rentabiliser, pour que cette production soit rentable, il fallait qu'elle tourne en permanence. On a inventé tout un monde où les travailleurs pointaient, où les travailleurs, une fois que ces institutions se sont bien mises en place, ils ont partagé un peu mieux le temps de travail et surtout évité les temps de travail très très longs qu'on a connus à la fin du 19e siècle. Et donc on a inventé les 3-8, c'est 3 groupes d'ouvriers qui travaillent 8 heures par jour pour que l'usine puisse tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, le modèle de l'usine, en réalité, il a profondément marqué et imprégné notre rapport au temps, notre rapport au travail, en imposant cette idée que quand on vend son travail, sa force de travail, on vend son temps. Et c'est quelque chose qui est finalement profondément aliénant, puisque quand on vend son temps de travail, son corps ne nous appartient pas, et puis totalement en opposition avec ce qu'on avait connu avant la révolution industrielle, un temps de travail qui était surtout dicté par les saisons. Par exemple dans le monde agricole, il y a un moment où il faut faire la récolte et ce moment-là il est dicté par le climat, par les saisons, par le temps qu'il fait et il ne peut pas être défini à l'avance selon un modèle qu'on suit rigoureusement. De même, dans le monde de l'artisanat, le temps de travail il est dicté par l'activité et les demandes des clients qui peuvent suivre un rythme saisonnier, mais il est dicté aussi par le temps des matériaux, le temps de séchage du bois quand on travaille le bois, le temps de cuisson du pain quand on cuit du pain, etc., etc. Donc des temps qui sont ceux de la matière, qui sont les temps biologiques aussi, ou les temps dictés par le climat, le soleil,
L'heure de traire les vaches, c'est pas une heure fixe quand on était dans le monde agricole avant la révolution industrielle. Et du coup, cette question sur quels sont les rythmes naturels de travail dans un monde qui n'est plus un monde totalement industriel, sont des questions d'une très grande pertinence qui mériteraient d'être posées de manière beaucoup plus fine, plutôt que de répliquer toujours à l'identique les débats qui sont ceux de la période industrielle. Donc avec Nicolas, dans cet épisode, on balaye plusieurs siècles d'histoire autour de la question du temps de travail, et puis on explique que finalement, à la fois une partie de ces débats sont obsolètes dans une période qui connaît plus de travailleurs dépendants, plus de freelance, plus de personnes qui travaillent sur un modèle artisanal, plus de personnes qui travaillent à temps partiel, notamment dans la grande distribution ou dans les services de proximité, plus de personnes qui travaillent dans des sociétés de services qui externalisent pour des entreprises des services et dans lesquels le temps de travail ne se mesure pas de la même manière, que du coup les débats tels qu'ils étaient posés il y a encore 50 ans concernent en fait de moins en moins de monde. Donc là où les débats restent intéressants et importants parce qu'ils touchent du doigt des questions qui se rapportent au rapport de force entre les travailleurs et les donneurs d'ordre, qui se rapportent à la question de l'importance du loisir, de l'équilibre entre les différents temps de vie. Pour autant, la manière de poser ces questions devient de plus en plus hyper personnalisée et dépend beaucoup du secteur, de la nature des tâches que l'on fait. Donc on touche un petit peu à tous ces sujets-là dans ces débats qui sont en fait à la fois des débats économiques mais aussi des sujets de société, des sujets de transition et de changement de paradigme. Donc un sujet tout à fait typique pour Nouveau Départ en fait, parce que c'est à travers la question du temps de travail, on a vraiment tous les sujets en fait de la transition en cours qui sont illustrés. Le deuxième podcast qui sera mis en ligne cette semaine concerne le sujet du capital risque. Et alors, comme à titre personnel, quand Nicolas, qui écrit une newsletter dans laquelle il est très souvent question de capital risque, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas naturellement. On s'est dit qu'on allait aborder le sujet sur le mode le capital risque pour les nuls. Alors, pourquoi pour les nuls ? Parce que souvent, il y a un effet de ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas m'intéresser aux questions financières. Or, en essayant de s'intéresser à ce que c'est, son histoire, comment ça marche, à partir de questions très simples sur l'origine et sur quelle est la fonction, et bien finalement, on arrive à le relier à des sujets d'histoire, à des sujets d'économie et à des sujets de changement de paradigme qui sont pertinents pour tout le monde. Et en réalité, la posture qui consiste à dire « ça ne m'intéresse pas », elle est dangereuse parce qu'elle explique aussi pourquoi le monde du capital risque et le monde de l'investissement et de la finance en général reste un monde peu diversifié, insuffisamment divers pour couvrir tous les besoins de l'économie d'aujourd'hui et puis tous les profils des différentes entreprises, entrepreneurs qui aujourd'hui créent des nouveaux modèles dans des secteurs très différents et très éloignés d'ailleurs des origines de la Silicon Valley. Alors dans ce podcast, Nicolas parle beaucoup de l'histoire de la Silicon Valley, de l'histoire du capital risque et en particulier en fait l'origine, j'ai presque envie de dire l'origine mythologique, mais c'est l'origine historique du capital risque, c'est le monde de la chasse à la baleine. Donc c'est sur la côte Est que on a imaginé comment financer ces expéditions, enfin ces groupes d'individus qui prenaient un risque très fort en partant parfois plusieurs mois sur un bateau avec un équipage pour aller chasser la baleine. À l'époque où l'huile de baleine, c'était une source d'énergie importante pour s'éclairer, avant le pétrole, c'était un bien extraordinairement précieux. Et donc une baleine, un peu comme une start-up qui réussit, c'est le succès qui permet à la fois évidemment de rentabiliser tous ces investissements, mais qui se fait avec un certain nombre d'expéditions qui soit rentrent bredouille, soit des bateaux qui coulent parce qu'il y a eu des accidents ou que la baleine a eu raison du bateau et de son équipage. Et donc ce modèle de la chasse à la baleine, on prend ça comme point de départ pour expliquer comment, à partir de là, on en est venu à la création du monde moderne du capital risque, qui lui date des années 1970 et en particulier évidemment
de la révolution numérique, de la création du microprocesseur par l'entreprise Intel. Et tout cela, évidemment, explique la création de cet écosystème très puissant et très vertueux qu'est celui de la Silicon Valley. Donc, il est question dans ce podcast non seulement de financement des entreprises à l'âge numérique, mais aussi d'histoire, l'histoire du financement des entreprises, l'histoire de la Silicon Valley et la manière dont se sont mis en place ces piliers de l'économie et puis la manière aussi dont on a essayé de les répliquer dans d'autres pays avec plus ou moins de succès. En ce qui concerne l'Europe, plutôt moins de succès parce que nous avons un monde du capital risque qui est beaucoup moins avancé qu'ailleurs. Pour autant, copier ou chercher à plaquer ce qui a fait le succès du capital risque des années 1970 dans la Silicon Valley, cela ne marcherait pas dans le monde d'aujourd'hui parce que les startups qui se créent aujourd'hui, presque 50 ans après le début de la révolution numérique, concerne des secteurs beaucoup plus multiples, beaucoup plus variés, avec des modèles différents, et puis dans un contexte où on maîtrise mieux l'évaluation des risques, où on a une prédictibilité plus forte et où on a des outils, des indicateurs qui sont beaucoup plus puissants que ceux des débuts. Donc cet épisode est important pour ceux qui ne s'y intéressent pas, mais aussi pour ceux qui s'y intéressent parce que parfois les questions les plus simples sur l'origine, sur l'histoire, sur le sens et la fonction de quelque chose, ça permet de replacer quelque chose de replacer le débat dans un cadre plus large et de comprendre finalement pourquoi on fait ce qu'on fait. L'interview qui sera mise en ligne ce mercredi, c'est une interview de Nicolas Granatino, qui est aussi un ami et qui vient du monde de la finance, aussi entrepreneur, et qui a créé au début de cette pandémie la newsletter la plus remarquable pour suivre toutes les dimensions de l'évolution de cette pandémie de coronavirus. Et sa newsletter sur Substack a une curation extraordinairement efficace et intelligente sur toutes les dimensions, qu'il s'agisse de la dimension médicale, de l'évolution de l'épidémie, des comparaisons internationales, de la dimension économique, de la crise qui va avec, des infrastructures des différents pays. Et donc nous avons voulu interviewer Nicolas pour avoir une vision un petit peu bilan de ces 5 mois d'épidémie, voire 6 mois, et comprendre un petit peu comment tout cela évolue, ce qu'on peut anticiper, imaginer pour les mois qui viennent. Et donc c'est une vision assez large et grand angle qu'il nous offre sur cette pandémie en 2020. Voilà. Tout de suite après, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous allons passer à un format un peu différent où nous ferons des newsletters thématiques sur tous les contenus que nous avons faits pendant ces 4 premiers mois. Et puis on retrouvera le rythme habituel à partir de la 3e semaine du mois d'août avec des nouveaux podcasts et des nouveaux contenus dont on vous parlera dans un prochain édito. Bon mois d'août, bonnes vacances si vous avez des vacances et à bientôt.